Oser courir sa vie, chapitre 1. Oser s'élancer. De Blanche-Neige à Catherine Switzer. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, telles furent les princesses qui inspirèrent ma vie de petite fille. Merci, Walt Disney. Les consignes étaient simples, efficaces. Siffler en travaillant, vaisselle, ménage, faire plaisir aux autres, de préférence être belle et agréable à regarder donc. Ces ambitions prêtes à l'emploi traçaient pour mes sœurs et moi la voie d'une vie heureuse grâce à deux promesses alléchantes. Un jour ton prince viendra, et il fera ton bonheur, sans oublier le traditionnel, et ils vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Je fus, sans en avoir conscience, encouragée à adopter une posture attentiste, passive, attendant d'être trouvée et réveillée par le prince charmant, attendant d'être préférée puis choisie pour toujours. Ma mère, sans s'en rendre compte, poursuivit la tâche de Walt Disney en nous répétant à mes sœurs et à moi durant notre enfance « Ne réclame pas, cela ne se fait pas ». Et d'ajouter fièrement « De toute ma vie, je n'ai jamais rien réclamé de cette façon, je ne dois rien à personne ». Je grandis donc avec l'idée saugrenue qu'il faut tout faire toute seule, de préférence sans se plaindre et surtout sans jamais réclamer. Je plantai moi-même, par héritage, la graine de mes futures solitudes. J'apprendrai plus tard le bonheur d'être en dette auprès de créanciers trop heureux de se rendre utiles et agréables. Quand je mis au monde mes deux filles, je commençai par poursuivre la tradition familiale. Les chéris ne réclamaient pas, ça ne se fait pas. Heureusement, la vie, Mulan, Pocahontas passèrent par là et rapidement je rectifiai. Les chéris, maman s'est trompée. Réclamez, surtout réclamez, apprenez à réclamer, à dire ce que vous voulez, sinon vous n'aurez rien, ou si peu, pire, on choisira pour vous. Vivre une vie conforme et déjà toute tracée, ou bien devenir le créateur de son expérience de vie, voilà le choix qui s'offre à mes enfants autant qu'à moi-même. Qu'ai-je déjà vécu et qu'ai-je encore envie de vivre ? Si je devais rêver ma vie, à quoi ressemblerait-elle ? À nouveau, l'univers du running inspire à travers l'histoire de Catherine Switzer, première femme officiellement marathonienne. En 1967, Catherine a 20 ans. Elle étudie le journalisme à la faculté de Syracuse. Catherine est sportive, elle aime courir. Elle court avec son petit ami footballeur américain Tom Miller. Arnie Briggs, quant à lui, l'entraîne. Il a 50 ans, il a été plusieurs fois vétéran du marathon de Boston. Il est très excité à l'idée d'entraîner une femme à la course à pied et pour motiver Catherine, il lui raconte des histoires du marathon de Boston sans avoir conscience qu'il est en train de semer la graine d'un rêve. Catherine a envie de participer, elle veut courir un marathon. Dans les années 70, la course est exclusivement masculine. Pourtant, le règlement du marathon ne stipule pas qu'une femme n'a pas le droit de courir. À l'époque, si nul règlement n'interdit la participation d'une femme à un marathon, il est tacitement convenu qu'elles ne peuvent physiquement venir à bout d'une telle épreuve, raconte Mathieu Lemot dans son ouvrage Le Dico du running. Quelle utilité, dès lors, d'interdire quelque chose d'impossible ? Dossard, numéro 261. Il se trouve toujours un homme, une femme, qui choisit de prêter plus d'attention à son rêve qu'aux 1000 bonnes raisons de ne pas y croire, de ne pas oser. En 1967, Catherine Switzer va changer pour toujours cette idée non fondée. On pensait que courir plus de 800 mètres était dangereux pour une femme, que notre utérus tomberait, que nos jambes grossiraient et que du poil pousserait sur notre poitrine, expliquera-t-elle par la suite. Avec l'aide d'Arnie et de Tom, elle décide de s'entraîner et de prendre le départ du marathon de Boston. Méfiante, elle s'inscrit sous le pseudonyme K. Switzer. Classiquement, pour préparer un marathon, il faut courir 40 km chaque semaine, fractionnés en plusieurs sorties. Aucun coureur ne court un marathon avant le jour du marathon. Arnie va lui demander de prouver qu'elle est capable de courir la distance en une fois avant de prendre le départ. Reflet d'un manque de confiance encore très souvent féminin, Catherine va donc s'entraîner sur une distance plus longue même que la course afin d'être bien certaine qu'elle peut finir. Réflexion. Combien de femmes, encore aujourd'hui, attendent d'être prêtes pour démarrer un projet,
pour accepter une promotion, pour prendre la direction d'une entreprise, ne se sentant pas assez légitime, pas assez compétente, pas assez méritante peut-être, pas assez parfaite? Le 19 avril 1967, Catherine s'aligne sur le départ de la course. Rapidement, elle est repérée par les photographes qui la suivent. Ils vont ainsi immortaliser une scène historique. Jock Semple, co-directeur de la course, débarque comme une furie sur le parcours en hurlant « Tirez-vous de ma course, rendez le dossard !» Tom se précipite et le repousse violemment de tout son poids de footballeur américain. Arnie crie « Fonce, Catherine, fonce !» Catherine est en larmes. Mais Catherine court et plus rien ne va l'arrêter. Mais voici peut-être le plus joli moment de l'histoire. Quand Jock Semple revient à l'assaut peu après pour empêcher Catherine de courir, ce sont les autres coureurs qui vont former un cordon de protection autour d'elle. Et c'est bien grâce aux hommes qu'elle finira la course, 4h20. Elle est la première femme, non pas à courir les mythiques 42 km 195, d'autres coureuses ont déjà couru la distance, mais elle est la première finisheuse officiellement inscrite au départ d'un marathon chronométré. Près de 14 000 femmes ont pris le départ du marathon de Paris en 2018, soit un quart des coureurs, démontrant avant tout à elles-mêmes leur potentiel. Yes, we can. Il faut admettre cependant qu'au regard de l'histoire, nous sommes encore, mesdames, des bébés runners. Notre champ d'action fut longtemps circonscrit à un périmètre prédéfini pour nous. Chargés du foyer et de la famille, il s'agissait davantage de missions de gestion, d'organisation et d'animation, plutôt que d'exploration, de conquête ou d'innovation, mission réservée plutôt à nos frères. Le XXe siècle aura été pour les femmes un ouvreur de portes sans précédent dans nos sociétés occidentales. Accès à la connaissance, droit à l'éducation, autonomie financière, droit au divorce, contrôle des naissances, libération sexuelle, permission de courir officiellement un marathon. Avec un très petit nombre de femmes accomplies pour modèle, nos mères et nous, leurs filles, nous nous élançons pour courir à l'extérieur du périmètre familier du foyer. Nous avions l'habitude de jouer en indoor, pendant que ces messieurs jouaient à l'extérieur. Nous nous retrouvions pour fabriquer des bébés. Sur le terrain extérieur, les hommes ont construit des règles du jeu pour eux-mêmes. Nous jouons aujourd'hui encore avec ces mêmes règles, et désormais tous ensemble, souvent chacun pour soi, et finalement bien solitaire. Pascal Bruckner écrit dans Le paradoxe amoureux « Chacun désormais est devenu sa petite entreprise. Oui à la sécurité du foyer, pourvu qu'elle n'empêche en rien l'accomplissement de chacun. L'émancipation, surtout pour les femmes, requise de réussir dans leur vie professionnelle, conjugale, maternelle, a multiplié le poids de contraintes nouvelles. L'affirmation qu'on n'a besoin de personne va de pair avec le constat désolé que personne n'a besoin de nous, l'orgueil de l'autosuffisance avec l'angoisse d'être seul. Nous voici ensemble, femmes et hommes, au départ de toutes ces courses, personnelles, professionnelles, relationnelles, qu'il s'agit désormais de courir en parallèle. Nous aspirons à vivre une vie multiple, faite de vies singulières et de vies en commun, sans avoir envie que nos vies ne deviennent ni communes ni ordinaires. Entrés de plein pied dans la course de la vie, nos grands-mères, nos mères et nous, leurs filles, nous efforçons d'inventer aujourd'hui un monde nouveau, avec nos pères, nos frères, nos hommes qui courent eux depuis la nuit des temps. Rien d'étonnant à les trouver fatigués, épuisés parfois. Rien d'étonnant à les trouver déroutés souvent par nos attitudes. Ils ne comprennent pas ce que nous voulons, ni ce que nous attendons d'eux depuis que nous avons cessé de les attendre. Soyons honnêtes. Nous ne leur rendons pas toujours la vie facile, nous n'avons pas été habitués à dire ce que nous voulons. Émettre un souhait, exprimer une demande, est un droit finalement récent au regard de l'histoire, sous-exploité par manque d'expérience sans doute, mais aussi parfois, il faut le reconnaître, par une forme de coquetterie que l'on trouvera charmante ou exaspérante, c'est selon. Je ne sais pas, tu n'as qu'à deviner, mais non, je ne fais pas la tête, pourquoi tu dis ça ? Nous rêvons que vous trouviez, messieurs, ce qui va nous faire sauter de joie, le plus secret de nos désirs, voire que vous parveniez à le réaliser sans que nous ayons besoin de réclamer. Car réclamer, comme le dit maman, cela ne se fait pas.
La satisfaction n'a pas de genre, elle passe forcément par l'expression « je veux ». Nous nous heurtons donc à deux défis majeurs, apprendre à parler, à nous exprimer, mais aussi apprendre à désirer et à choisir. Or, il nous arrive de ne pas savoir nous-mêmes ce que nous voulons vraiment. Conseil coaching. T'écouter, t'observer, chercher la satisfaction et l'alignement dans chacune de tes courses, qu'elles soient professionnelles, relationnelles et personnelles, en termes de rythme, d'allure, en termes d'ambition et d'objectifs. C'est ainsi que l'on sort de l'enfance. Patiner ton ego est nécessaire pour entrer dans une boucle vertueuse, pour toi, pour autrui, pour toi, pour autrui. Et si tu ne sais pas courir pour toi, il va être difficile de courir harmonieusement avec les autres. Un peu comme dans l'acte d'amour, on s'occupe difficilement de soi-même et de l'autre en même temps. La bonne idée, c'est donc de pratiquer l'alternance. Nul ne peut s'exempter d'engager sa course personnelle. À l'adolescence ou lors de la crise de la quarantaine, il s'agit à un moment donné d'aller vers soi, de consentir à entreprendre ce voyage indispensable, certes, à notre bien-être personnel, mais pas seulement. Quelle belle ambition que celle de vouloir aller bien. Quelle joyeuse audace que celle de chercher sans cesse à être plus ou mieux heureux, ce qui est évidemment différent de chercher à être heureux sans cesse et qui serait d'un ennui mortel. Ne sont-ce pas là les conditions indispensables pour réussir et surtout pour être mieux, plus juste, plus plein, plus serein auprès des autres? Courir. Courir ma vie, d'accord, mais quelle course entreprendre? Comment faire les bons choix? Comment savoir ce qui me rend heureuse et fait de moi d'ailleurs une personne aimable? Autrement dit, une personne à aimer. Pour le savoir, la seule option possible est de pratiquer, de courir, d'expérimenter. C'est en courant qu'on apprend à courir, pas en restant sur le bord. Et c'est surtout en courant qu'on apprend à choisir, à construire son référentiel de performance et d'ambition et en définitive à choisir de mieux en mieux toutes ses courses. Depuis que les portes se sont ouvertes, les femmes ont le droit de participer à la grande course, la course de la vie. La question n'est plus de savoir si nous sommes faites pour courir, ni même si nous avons envie de courir. La moitié des pratiquants de course à pied en France sont des femmes, très souvent des jeunes femmes. 70% des runners ont aujourd'hui moins de 50 ans. Il est aisé de faire le parallèle avec le mouvement entrepreneurial français. 40% des nouveaux entrepreneurs sont aujourd'hui des femmes. Oui, nous sommes capables et bonne nouvelle, nous avons de toute évidence très envie de courir et très envie d'entreprendre. Désormais, femmes et hommes se posent les deux mêmes questions auxquelles les chapitres suivants proposent de répondre. La première question: comment fait-on pour être heureux et performant dans toutes nos courses, puisque nous aspirons à tout sans renoncer à rien? Nous voulons vivre une carrière professionnelle passionnante, valorisante. Nous voulons de beaux enfants, bien dans leur basket et qui réussissent leurs propres courses. Nous rêvons d'un foyer chaleureux et tendre qui nous accueille sans nous étouffer. Nous aspirons à rencontrer quelqu'un qui nous aime, pour qui l'on compte, sur qui compter, sans que cette relation ne gomme ni ne dilue notre identité propre, sans que cette relation n'étouffe notre épanouissement personnel. Enfin, nous revendiquons le droit à une vie sensuelle, sexuelle, nourrie, épanouie et, si possible, multi-orgasmique. Car l'orgasme est devenu pour les femmes le Graal du XXIe siècle. Jamais les injonctions au plaisir, à la performance et à la réussite n'ont été aussi angoissantes. Pour réaliser toutes ces aspirations, nous disposons toujours de 24 heures, 365 jours, soit environ 800 000 heures de vie. Nous n'avons pas moins de temps qu'avant. Nous désirons en revanche y faire entrer bien plus de choses. La seconde question découle naturellement de la première. Comment faire, en fin de compte, pour bien courir ensemble, dans l'entreprise, à la maison? Audace ultime, comment faire pour être heureux ensemble? Aspirer à un bonheur singulier autant que partagé, est-ce bien raisonnable? Il me semble difficile d'être heureux ensemble si l'on n'est pas heureux tout seul. Partager ses problèmes ne les a jamais supprimés ni divisés. Chacun a sa course à entreprendre et personne ne peut le faire à notre place.
Nous avons donc à apprendre à choisir, à dire davantage de nos aspirations pour bien courir nos vies. Nous avons besoin d'acquérir une confiance qui ne viendra qu'avec les courses engagées et les kilomètres parcourus, car accéder au droit de participer ne nous a pas donné le mode d'emploi. Les tutoriels ne sont pas livrés avec le ticket d'entrée. Comment répondre à ces questions et entreprendre la course de la vie un peu différemment vers plus de bien-être et plus de réussite.